Bonsoir, microfilm numéro 19. Et aujourd'hui, il était impossible de ne pas, d'une manière ou d'une autre, parler du film qui vient de sortir sous les écrans. Ginger et Fred, Federico Fellini. Fellini n'est pas là. Il s'est d'ailleurs très peu occupé de la promotion de son film. Le film sort, je dirais presque, pas en catimini, mais enfin, un peu bizarrement. On va en parler. Et pour parler de Ginger et Fred, peut-être que c'était pas une mauvaise idée de demander à quelqu'un qui travaille à la télévision, pas la télévision privée berlusconienne, mais quand même la télévision française, de venir d'abord dire ce qu'il en pense, parce qu'il vient juste de le voir, et puis parler aussi un peu de télévision et cinéma, ce vieux serpent de mer qu'on croyait couler, et qui en fait est incoulable, et qui revient toujours avec un déguisement différent, avec un poison différent, disons. Donc c'est Michel Favard qui est venu, très gentiment. On ne se connaît pas, donc il y a quelque chose de très expérimental dans cet entretien, j'aime bien ça. Et on va d'ailleurs commencer par une question archi simple, et puis on parlera après de la télévision française, de ce qu'il a fait, de ce qu'il veut y faire, de son choix de téléaste, mais on commence par Fellini. Donc Michel Favard, vous sortez de Ginger et Fred. J'ai été très touché par le film, et bizarrement pas tout à fait là où je l'attendais. C'est-à-dire que j'ai été très frappé par la grande tendresse qui existe dans la façon dont il prend comme ça ces deux personnages qui se sont pas vus depuis 30 ans, qui prend sa femme, et cette espèce de façon de la suivre, elle, et de nous faire découvrir à travers elle cette télévision, m'a paru quelque chose de complètement... comme si Fellini revenait bizarrement à ses premiers films. Il fait du musical. Oui. Et ça m'a... J'attendais pas ça. Je veux dire, comme si j'avais été frappé, moi, déjà par celui d'avant, qui était Le Navire, où il y avait une très, très grande simplicité. Comme si le folklore, les personnages de Fellini, ces espèces de monstres qu'il aime à faire, comme si, petit à petit, il les apprivoisait. Il devenait moins monstrueux pour devenir plus proche. Comme s'il devenait presque... néo-réaliste. Enfin, ça semble bizarre de le dire comme ça, mais j'avais trouvé comme ça dans le film précédent. Alors, dans celui-là, il y a comme un retour à ça, et ça, c'est une première chose qui m'a frappé, qui m'a touché. Très fort, ça. Avec une Giulietta Massina qui, moi, m'a bouleversé. Je ne pensais pas qu'elle était aussi bouleversante. Elle est bouleversante, bon, que ce soit net. Voilà, moi, je sors de là, je lis encore cette image. Bon, et cette image de Mastroianni, complètement, il a de plus en plus la tête de Fellini, ses chapeaux, on a l'impression que ce couple nous raconte des choses très, très personnelles. Alors ça déjà, ça m'a beaucoup frappé. Alors la deuxième chose qui m'a tout de suite beaucoup frappé, c'est la ville. Ce qui nous montre de cette ville, je ne sais pas où ça se passe. C'est Rome. Je sais pas. C'est une ville que je connais pas, Rome. Donc je n'ai des souvenirs. Enfin, j'ai des souvenirs de Rome que cinématographiques. Moi, je suis quelqu'un je connais l'Italie, mais Rome, non. Rome, je ne connais que ce que le cinéma m'en a montré. Et alors là, j'ai vu des poubelles, j'ai vu des affiches, j'ai vu des endroits comme ça qui ressemblent un peu à des endroits de la télévision française, des hôtels qu'on voit partout. Enfin, j'ai vu quelque chose. Vous me dites que c'est Rome, alors bon, c'est Rome. Mais j'ai vu des structures un peu passe-partout, qu'on trouve partout, qu'on trouve aux États-Unis, qu'on trouve, enfin bon, dans lequel ce qui est frappant, c'est à la fois la saleté, mais c'est pas vraiment sale, c'est des sacs poubelles un peu partout, comme si on avait des ordures, mais qu'elles n'ont pas encore été ramassées. Ça aussi, ça m'a frappé parce que ça vient tout le temps. Oui. Puis la deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'il y a des images partout. Alors des images de publicité, enfin des affiches, et puis des postes de télévision allumés un peu partout et qui diffusent en continuité un robinet d'images. Ça alors, c'est quelque chose qui court tout le long du film et dès le début, dès cette gare, avec l'arrivée d'un train, comme je sais pas, c'est la façon la plus classique de commencer un film, puisqu'on voit un train qui rentre en gare, comme chez Lumière, et puis comme chez Fellini. Ça m'a rappelé un Fellini, je ne sais plus lequel, mais avec un train c'est peut-être Les Clowns. Disons que c'est un film de Fellini qui m'a paru renouer avec les premiers, les feux du musical, et puis avec des choses qui étaient très fortes et qui me touchaient beaucoup dans Amarcord, dans Les Clowns, et dans le dernier qui s'appelle Évoque le navire. Évoque le navire, oui. Oui, et qui laisserait de côté des films qui étaient plus directement clownesques, au mauvais sens pour moi du terme, qui étaient La Cité des femmes ou Casanova. Voilà. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'à un moment, les gens disaient « Oh, Fellini, il est vraiment dans son univers qu'on connaît par cœur, il s'intéresse plus du tout au monde moderne,
Il fait Casanova, il fait Satyricon, il fait des films qui sont dans le passé, et les gens étaient prêts à jouer Fellini nostalgie. Et ça arrange toujours tout le monde, parce que quand quelqu'un est nostalgique, on aime bien ça gêne pas, il n'intervient pas sur le présent, il se met pas en colère. Et puis, je pense que le film donne un petit peu la réponse à cette période assez longue où il a plus parlé de l'Italie actuelle. C'est qu'aujourd'hui, et c'est là où vous avez raison de dire que c'est toujours un cinéaste néo-réaliste finalement, si aujourd'hui on prend la peine de faire un film sur l'Italie d'aujourd'hui, elle est méconnaissable. C'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout celle qu'il a filmée avant, et elle est même... on hésite sur la ville, on ne sait pas, il n'y a plus d'endroit qui ressemble encore à une ville, il n'y a plus que des images, on ne sait plus ce qui est près, on ne sait plus ce qui est loin. Et moi j'étais frappé par le côté néo-réaliste, disons. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui correspond avec les premiers films, c'est que les premiers films de Fellini ont été faits dans l'après-guerre, donc quand même dans un pays qui avait été pas mal secoué. Il fallait un peu reconstituer une image. Et on dirait que là, il y a eu une seconde guerre, il y a eu encore un bombardement ou un cataclysme qui s'appellerait télévision, une sorte de règne forcené de l'image. Et Fellini, une seconde fois, presque dans sa carrière, témoignerait que, bon, lui est là. D'un côté, il trouve pas ça bien, et en même temps, c'est un point commun avec Tati, je pense, il ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qu'il a sous les yeux, même si il le condamne, ce qui est le propre des cinéastes modernes. Ils ont souvent une idéologie assez peureuse par rapport à l'avenir, mais quand ils ont le regard sur quelque chose, ils sont curieux, ils sont excités, et ça crée même une sorte d'ambiguïté, puisqu'on ne sait pas s'il n'y a pas là-dedans aussi une acceptation des choses. Disons que moi, j'ai tout de suite pensé très vite à Moins trafic qu'à Playtime de Tati. Voilà. Il y a aussi des écrans de télévision qu'on voit tout le temps, avec cette ville, avec ce côté passéiste aussi, mais pas tout à fait de la même façon. Mais ça, c'est certain. Par contre, alors, le deuxième point là qui m'a paru très étrange par rapport à ce que j'avais envie ce que j'attendais de voir, c'est que cette télévision de Berlusconi, dont on va peut-être parler, j'ai trouvé que elle était bizarrement assez proche de ce que Fellini nous avait montré déjà. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur tous ces personnages qui nous montrent, et j'ai eu l'impression, voilà, ça c'est bizarre parce que c'est peut-être à chaud, j'ai pas eu le temps de réfléchir, mais je me suis dit finalement, avec beaucoup moins de talent, Berlusconi et les gens qui travaillent pour lui nous font du Fellini sans Fellini. Et ça, c'était troublant parce que c'est sûrement... Enfin, j'ai l'impression que ça rentre parfaitement dans son univers. Il est ravi de filmer ça. Oui. De toute façon, il n'a jamais filmé quelque chose d'autre fondamental. Voilà. Alors, bon, la dénonciation, mais il a toujours dénoncé. J'ai eu très bizarrement une image noir et blanc de lui qui m'est venue en sortant. Là, je me suis dit, mais c'est presque la même chose, mais c'était peut-être plus cruel à cette époque-là. Quand on nous montrait dans la Dolce Vita, c'était Cuny qui s'était suicidé, et des journalistes, des paparazzi qui allaient attendre sa femme à l'arrivée de l'autobus. Et il y avait une brutalité de ce que c'était que la presse, qui était une des scènes que j'oublierai jamais. C'est très bizarre que vous disiez ça, parce que moi j'ai écrit un article sur le film dans Libération, et je parle de cette scène, parce que moi je l'avais jamais oublié, cette scène qui m'avait terrorisé quand j'étais gamin. Bon. Et peut-être qu'on peut prolonger, parce que il a dû être un des premiers, parce qu'il est très journaliste, fondamentalement. Il a même commencé comme ça, il est caricaturiste. Il a été l'un des premiers à dire attention, les médias c'est terrible, c'est-à-dire les paparazzis, les journalistes, le vampirisme, et à une période où c'était pas encore un thème courant. Et on dirait qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement la règle, cette sorte de viol constant, courant, indifférent de la vie privée des gens, que ça ne prend plus une forme aussi pathétique et aussi cruelle, et que on pourrait se faire l'avocat du diable en disant, mais est-ce qu'après tout, les gens n'ont pas eu, depuis la Dolce Vita, donc en 25 ans, le temps de s'habituer à ce viol quotidien, le temps de se sécréter des propres défenses? Parce qu'on ne pourrait plus aujourd'hui, effectivement, être un observateur comme ça, très, très cruel de la cruauté de l'information et des médias. Et là, on dirait que dans le monde de Ginger et Fred, ça n'aurait pas grand sens, puisque les gens qui sont dans le film, de toute façon, ils sont là pour se montrer une fois. On pourrait difficilement les violer. Ils sont déjà sous une forme auto-caricaturale d'eux-mêmes, qu'ils ont voulu eux-mêmes, ils vendent une image. Et mon hypothèse, c'était que Fellini avait un petit peu, effectivement, comme vous disiez au départ, opté pour une certaine tendresse, et que s'il est furieux, moi c'est mon hypothèse, sur son aspect satirique du film, c'est parce que la télévision continue, le journalisme continue toute une culture populaire, de la presse du cœur, qui a toujours existé, dans laquelle lui est né,
mais elle le fait d'une manière presque indifférente. Et c'est l'indifférence cool, disons, soft, qui tout d'un coup fait que Fellini devient une sorte de témoin un peu outré, alors qu'il a été peut-être un des premiers témoins de ça. Est-ce qu'il n'y a pas le temps qui est passé par rapport aux médias, à l'information, l'idée même d'intimité? Oui, mais tout à fait. Mais ce que je disais par rapport à cette scène, c'est certainement qu'elle était plus brutale, plus dure. Elle faisait plus mal. Ouais. Là, ce qu'il dit sur la télévision, je veux dire, elle ressemble, on va en parler, mais je trouve qu'elle ressemble à des émissions. Il y a un film que j'aime pas beaucoup, qui est pas très bon, mais qui, quand il dénonçait la télévision, faisait un pas de plus, qui était ça s'appelait Le Prix du danger de Boisset, oui. Hein, où on voyait jusqu'où pouvaient avoir les jeux, qu'on tuait des gens en direct, et ainsi de suite. Bon, mais là, il suffit de regarder certains jeux de la vérité. Même la télévision française actuelle n'est pas si loin de ça, de ces gens qui viennent de ces gens qu'on choisit pour leur pittoresque. Il y avait des émissions de Bouvard il y a quelques années qui étaient déjà une galerie comme ça de gens qui venaient faire 3 petits tours. Enfin, j'ai trouvé que dans sa dénonciation de la télévision, il basculait plutôt vers la tendresse. D'un seul coup, je me suis dit, finalement, cette télévision de Berlusconi, elle permet quand même à ces deux personnages de se retrouver 30 ans après. Bien sûr. Et ils sont dans le noir, ils veulent s'en aller, ok, mais ils sont bien contents de danser une dernière fois. Et peut-être qu'il n'y a qu'une télévision comme celle-là capable de les accueillir, parce que c'est devenu des monstres. Est-ce que la vieillesse, c'est pas devenir un monstre? C'est ça que le film me disait très profondément. Et la télévision telle qu'elle existe en Italie et qui existe sans doute déjà en France et en Amérique, on a envie de montrer aux gens des monstres. Oui, c'est-à-dire que la télévision fait défiler beaucoup de gens qui tous sont figés. Donc il y a beaucoup d'images figées qui se bousculent les unes en tout cas, ce que vous venez de dire là, par rapport à 30 secondes, c'est qu'on n'a pas le temps à la télévision de creuser une image. Voilà. Alors il faut que les gens soient tout de suite remarqués par ce qu'ils ont de moins intéressant. Oui, et peut-être que là, il a justement opté pour des personnages dont de toute façon c'est la vie. Leur vie, ça a été un moment d'être une image. Et ça ne les gêne pas de la vendre une deuxième fois, cette image. Ce qui les gêne, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour répéter, c'est qu'ils ne savent plus faire les pas, c'est qu'il n'y a même pas de public. Mais à la limite, il y a un moment où ils retrouvent cette sorte d'état de grâce de n'importe quel cabot, bon ou mauvais, par rapport à une scène. Et ça, c'est un peu toute l'ambiguïté du film. Mais par rapport au jeu de la vérité, parce que ça m'a beaucoup frappé, on en parlait hier au journal, c'est un bon exemple de l'évolution de la télévision. Vous me direz ce que vous en pensez. On a tendance maintenant à faire le jeu de la vérité, ou l'heure de vérité, avec des hommes politiques, et c'était fait sur la vieille idée un petit peu volée au cinéma vérité, au cinéma des années 60. On va faire, grâce à la caméra et au son, on va mettre à nu quelqu'un, on va le piéger, on va l'obliger à ne pas dire trop de clichés ou trop de bêtises. Et puis c'est ça la vérité, on la met en scène d'une manière un peu pathétique, mais ça se passe quand même sur le plateau. Et puis maintenant, on a tendance à inclure dans l'émission elle-même les premiers sondages sur combien de gens ont été convaincus par ce que vous avez dit, combien de points vous avez marqués. Et donc on se dit, mais la vérité n'est plus sur le plateau, elle est dans les réactions du public qui acceptent d'être sondés dans l'heure qui vient, ce qui donne des résultats absolument ridicules et quasiment honteux, puisque Georges Marchais tout d'un coup réussit à marquer +9, alors qu'il est bien évident que ça n'aura aucune incidence sur le vote communiste. Donc il y a une sorte de déplacement qui fait que même cette vieille fonction de la télévision comme direct, comme mise à nu, un peu comme cruauté, elle s'est déplacée. Maintenant, c'est le public qui, presque en direct, dit s'il y a eu vérité ou pas pour lui. Et je pense que c'est un truc assez récent à la télévision, et peut-être que vous êtes mieux placé que moi pour le voir évoluer, cette chose-là. Moi, j'ai eu la chance de faire des fictions, mais peu d'émissions comme celle-là. Donc le regard que j'en ai, il est le même que le vôtre, c'est-à-dire c'est le regard de spectateur. Non, ce qui me frappe, en tout cas une chose qui m'a toujours frappé à la télévision, c'est à quel point elle a inventé très très vite, et disons dans les 5 premières années de son existence, toutes ces formes de spectacle, d'émissions. Et que après, elle n'a fait que se répéter en adaptant
par exemple, l'émission de Berlusconi qu'on voit dans le film de Fellini, ou par exemple, je ne sais pas moi, les Drucker, me rappellent étrangement, et je trouve que ça n'a pas beaucoup changé, Jean Nohain, 36 chandelles. des 36 chandelles, avec cette même gentillesse un peu complaisante, avec ce même public qui applaudit. Enfin, je suis frappé à quel point, dans le cas des variétés, par exemple, tout a été inventé très vite, et puis après ça, on répète, alors en inventant un gadget. Je vais répondre à la question pour les émissions politiques face au public ou les premières. Très très vite, le système s'est mis en place. Mais alors, comment le renouveler? On le renouvelle par l'habillage ou par un gadget extérieur. Mais fondamentalement, il y a eu peu de tentatives de vraies inventions. Il y a eu à un moment donné quelque chose, mais qui a été abandonné, et ça a été une idée très très forte, je trouve. Ça a été, je me souviens plus le titre, mais vous allez le trouver avec moi ou pour moi, il y a eu une émission de politique où on demandait aux hommes politiques de faire un film sur leurs responsabilités. C'était Armes égales. C'était Armes égales. Oui. Donc, ils avaient, avant même de venir sur le plateau, ils travaillaient avec un réalisateur, et ça, j'ai connu j'en ai pas fait, mais des copains à moi en ont fait. On passait 15 jours avec l'homme politique pour essayer de lui faire accoucher, je dis pas ça négativement, hein, lui faire, il écrivait le scénario, il avait réflexion sur les images, et après ça, ce film était montré, et il y avait un point de départ du débat politique à partir de cette image qu'il voulait donner. Et ça, c'était quelque chose de relativement nouveau par rapport aux formes de télévision inventées très vite, mais qui ne bougent pas. Et après, depuis Armes d'égales, ça n'a jamais été réutilisé. Mais c'était une idée porteur de choses que je trouve intéressantes. Là, je trouve que c'est un gadget de dire aux gens, en plus on y comprend, moi je regarde et il y a une compréhension de l'image qui fait qu'on comprend pas très bien, ils inversent, ils se gourent en plus. Ce qui me touche toujours à la télévision, c'est qu'elle marche pas toujours aussi bien. Alors on veut envoyer le sondage, mais on n'envoie pas le bon. Et ça, heureusement que ça déraille un peu et que puis tous ces gens comme ça qui ont l'air d'être sérieux, mais ils ont leur façon d'être. Pierre Veil, par exemple, ses lunettes et tout ça qui vient vous dire le sondage, ça me le rend faillible, et finalement sa tête prend autant d'importance que son schéma. Et le schéma devient une image. Heureusement, quelquefois, l'image a plus de force que ce qu'elle veut circuler. Et ça, c'est un effet que j'ai remarqué souvent au cinéma et à la télévision. Par exemple, il y a des films américains dont je me souviens étant gosse, mais je crois que c'est un film de Michael Curtis qui s'appelle L'Égyptien, où toute la dernière séquence... Oui, mais il y a toute la dernière séquence qui, pour moi, est bousillée parce qu'il y a un figurant avec une lance à droite du scope, et c'était un des premiers films en scope, qui a l'air de s'ennuyer prodigieusement. Et comme le héros, je ne sais plus qui c'est, mais il est formidable, lui. Mais le bonhomme, dans le fond, qui a l'air de s'ennuyer, attire immédiatement l'attention et fait décrocher l'intérêt, parce qu'une image se lit globalement. Alors, à la télévision, il y a encore plein de parasitages de cet ordre qui fait que le gadget en question, on se dit « Ah, mais pourquoi c'est inversé? Pourquoi il y a une couleur comme ci, comme ça ?» Et on a une façon peut-être encore de réagir, et on n'y croit pas trop. Mais est-ce que c'est pas tout à fait félinien, ça, cette façon de toujours avoir quelque chose d'un peu trivial, d'un peu familier, mais je trouve que Fellini, qui empêche de prendre trop au sérieux? Moi, je crois. Sauf que lui, alors, quand ça marchait pas, il allait vers un décoratif. Ces dames avec ces grands chapeaux, ces grosses dames, on a l'impression qu'ils se répétaient. Là, moi, en tout cas, comme spectateur, j'ai eu un énorme plaisir à voir les Vogue le navire et celui dans lequel je sors, parce que ils étaient redigérés, on disait tout à l'heure, dans une perspective néo-réaliste, c'est-à-dire avec un cinéma pris au sérieux à la fois comme spectacle, comme image et comme dérision. Et ça me touche plus. Moi, ce qui me frappe depuis toujours, d'ailleurs, c'est que l'évolution du cinéma et de la télévision, c'est parallèle esthétiquement. La seule différence, c'est que les cinéastes savent un peu ce qu'ils font. La télévision, c'est une grosse machine, on ne sait pas à quel point c'est conscient. Et souvent, on a le sentiment que c'est largement automatique. Mais sinon, c'est les mêmes problèmes esthétiques. Par exemple, l'idée de vérité a beaucoup changé. Et Fellini doit être le premier à avoir mis une sorte de scepticisme sur toutes les vérités, disant on ne sait pas très bien ce qui se passe, il vaut mieux garder les masques, il ne faut pas trop vouloir savoir, parce que de toute façon, les choses sont assez banales, assez décevantes. Mais lui, il l'a vécu d'une manière, je dirais, assez consciente, assez comme un artiste un peu solitaire. À la télévision, il y a la même évolution. C'est-à-dire qu'avant, les gens disaient il y a une émission sur un tel, on va savoir qui y a derrière le visage ou derrière le masque. La télévision va permettre de comprendre ça. Maintenant, quand un homme politique ou une star passe à la télévision, on ne se demande pas ça, on se dit si ce n'est pas l'image qu'on attend, quelle autre image ils ont à proposer. Et on dialogue d'image en image. Donc un jour, l'image de Fabius bascule.
mais pas parce qu'on a vu le vrai Fabius, parce qu'il a joué différemment son jeu que d'habitude, et ça a gêné, ça n'a pas bien fonctionné. Aussitôt, il a perdu, aussitôt, quasiment les élections. C'était grotesque, je veux dire, l'importance qu'on donne à ça. En fait, on est à l'intérieur d'un monde d'images et il n'y a plus de sortie. Et il me semble que dans Ginger et Fred, même Fellini dit quand même non, faudrait pouvoir accompagner les gens à la sortie. Et au début, vous avez dit un mot qui est important pour moi, c'est tendresse. Dans des émissions comparables à celles qu'on voit dans le film de Fellini, où il y a comme ça une sorte de gestion du bétail à images, les gens passent comme ça, est-ce qu'il peut encore y avoir un peu de tendresse? Est-ce qu'on prend soin des gens qui prêtent leur image pendant un quart de seconde? Et je crois que Sabatier, quand il fait Porte-Bonheur, qui est une émission que je trouve insupportable, il doit au moins le temps de l'émission croire qu'il aime sincèrement les gens qu'il interroge et à qui il va porter secours. Mais dans mon travail de reportage, parce qu'une des parties formidables de la télévision, c'est qu'on pouvait passer d'un genre à l'autre. Et il m'est arrivé de faire des reportages, donc d'être très proche de gens, de familles avec qui on passait 15 jours, on connaissait leur vie, on la scénarisait, on la racontait, et puis après, on les laissait tomber. Et c'est un problème à peu près équivalent, je crois. Je ne crois pas que les gens ne soient pas sincères quand ils font, sauf qu'une sincérité chasse l'autre. On est dans un système où tout va de plus en plus vite. Moi, je trouve que Fellini le montre assez bien. Son personnage là d'animateur, il a l'air désolé. Quand il tombe par terre, le personnage ça c'est un très beau moment, il danse, il est fatigué, Mastroianni, et puis Fred, Pipo, il tombe, et à ce moment-là le public il y a un frémissement dans le public, tout le monde est un peu triste, et le type vient lui dit vous avez envie de continuer, et je crois qu'il est sincère, qu'il est tombé avec lui, sauf que 3 minutes après il va falloir qu'il soit aussi sincère avec l'amiral, un quart d'heure après avec la dame qui fait la voyance, et que le système dans lequel on vit, qui va de plus en plus vite, fait que dans la presse, vous connaissez, je veux dire, il faut que tout aille de plus en plus vite. Donc, vous pouvez pas... Vous avez parlé aujourd'hui, et l'émission, on parle du film de Fellini, on essaie de rentrer dans son univers, mais demain, il faudra parler de Manuel de Oliveira. Après-demain... c'est fait. Ou après-demain... Et c'est ça qui me frappe, c'est qu'on n'a pas le... Enfin, on ne peut pas, dans nos différents d'activités, et même les univers qui fonctionnent bien sont des univers où on est bien, on a envie d'y rester. C'est rare comme ça d'avoir à parler d'un film, mais je suis encore dans le film, j'ai les images qui viennent. Il va falloir que je les envoie balader pour en accepter d'autres. On n'a plus le temps de digérer les choses. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Et la télévision, c'est le suprême de ça. Alors, je veux dire, c'est un robinet qu'on ouvre, et puis une émission chasse l'autre. C'est un robinet d'images. Alors, comment arrêter ces robinets? Là-dedans, il y a des perles, mais comment les arrêter? Comment les digérer alors que on va être pris par la suite? Je dirais qu'effectivement, Fellini, il a les mêmes problèmes qu'un homme de télévision. Le fait simplement qu'il soit dans le cinéma et qu'il est dans le cinéma un statut assez fort lui permet d'arranger son temps, son récit, la façon de faire de telle manière pour que ce temps, il va se le procurer à lui-même. Ça veut dire qu'on va avoir, grâce à Fellini, peut-être mieux filmé, mais la question n'est pas là, cette chose que les gens de télévision disent toujours, on n'a pas le temps, et qui finit par nous manquer. Ça veut dire quand quelqu'un quitte le plateau, quand quelqu'un s'est produit, ou il n'y a personne pour le raccompagner. Voilà. Et je pense que peut-être qu'il ne travaille que sur ce petit excroissance de temps, qui fait que du coup, on ne peut plus regarder leur numéro comme avant, puisqu'on a un tout petit peu après. Je pense que Fellini, c'est quelqu'un qui commence toujours quand tout est commencé. On ne voit jamais une action naître avec lui, parce qu'il préfère gagner du temps là-dessus, là où n'importe quel cinéaste construit péniblement le décor, parce qu'il va gagner ce temps après, quand il faudra raccompagner Ginger et Fred à la gare, dans les coulisses, et que c'est peut-être là qu'on peut mettre quelque chose d'humain, parce que si on joue quelque chose d'humain sincèrement à la télévision comme Sabatier, on n'est pas dans la sincérité, on est dans une autre logique, qui est une logique de croire absolument à ce qu'on dit au moment où on le dit, et puis il reste rien au-delà de ça. Mais par exemple, peut-être une chose aussi qui m'a beaucoup touché dans le film de Fellini, frappé en tout cas, c'est la simplicité et la très grande force du scénario. Je trouve que c'est un scénario d'une... Enfin, je veux dire, j'ai envie d'y réfléchir beaucoup, parce qu'il est d'une très, très, très belle limpidité, et il arrive à raconter une chose avec continuellement des surprises. Et moi, je pense que c'est un petit peu comme Hitchcock, le scénario de Fellini. Ça veut dire on vend le film
astucieusement au départ sur une idée qui aussitôt fait rêver tout le monde. Oui. Donc on imagine tout de suite Masina, Mastroianni faisant leur numéro. Le numéro arrive à la moitié ou aux 2 tiers du film, donc il a fallu attendre avant. Et il a failli pas avoir lieu. Quand le numéro a lieu, il est bien, mais il n'est pas Ouais. mieux, il est pas, Ouais. c'est pas le morceau de bravoure escompté, il se passe pas de miracle, il danse mal, enfin bon. Fallait être bête pour imaginer autre chose. Ouais. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'attend plus, qui est quand le film rebondit. Hitchcock faisait comme ça. On savait d'emblée qui avait tué. Au milieu, il y avait la scène terrifiante. Les gens étaient prêts à quitter la salle. Ils disaient, non, c'est maintenant que ça commence. Ça va recommencer. Et c'était sur ce temps. Et c'est ça le scénario félinien, qui est très, très retors, très compliqué, et tout à fait différent des scénarios habituels. On va quand même passer Titipine, chanson italienne, 1940. C'est écrit. La luna vide dal cielo, Rosita bacia Manuelo. Con tanta lengua, con tanto amor, che s'ammontò d'un velo. Tu sai che cos'è l'amore? E gioia, piacere, dolore. Un canto non so, un sì, un no, e la croce d'un fiore. Tipi-tipi-ting, oh, tipi-tipi-tong, oh, che cos'è l'amore, bella, bella cosa qua, che c'è tipo di. Tipi-tipi-ting, oh, tipi-tipi-tong, oh, che cos'è l'amore, bella, bella cosa qua, che c'è tipo di. Tipi-tipi-ting, when a lad, tipi-tipi-tong, when a lad, tipi-tipi-ting, when a lad, tipi-tipi-tong, la 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 dong, wa da dong, wa da dong. Tu sai che cos'è l'amore? E gioia, piacere, dolore. Un canto non so, un sì e un no, e la creo d'or d'un On discute avec Michel Favard de Ginger et Fred, film de Fellini parlant de la télévision. Or, Michel Favard travaille à la télévision où il réalise beaucoup de choses. On parlait du temps. Alors, ça nous mènerait très très loin parce que les gens de télévision, mais les gens d'information en général, je pourrais même le dire pour un journal ou même pour la radio, ont toujours l'argument on n'a pas le temps. Et on n'arrive plus à savoir à la longue s'ils sont vraiment désolés de ne pas avoir ce temps que justement Fellini s'arrange pour ménager, pour inventer, qui est un petit rap de temps, mais qui est essentiel, qui fait tout basculer, ou si, au fond, tout le monde en a pris son parti, et il y a quelque chose d'un peu daté, d'un peu moraliste, dans l'exigence d'avoir plus de temps. Alors à la télévision, qui est quand même ce qui donne le rythme presque de la vie des gens, qui sert maintenant de modèle, enfin, en termes de gestion du temps, en termes de programmation du temps, d'autoprogrammation du temps, et encore plus avec le magnétoscope et le télécommande. Est-ce que ça a encore un sens quand quelqu'un de télévision dit « j'ai pas le temps, j'aimerais la voir » ou est-ce qu'on n'est quand même pas déjà dans l'inexorable? La première réponse qui vient, c'est complètement relatif.
On n'a jamais. J'ai un tas d'amis qui travaillent, enfin, des cinéastes que j'aime bien ou des téléastes que j'aime bien, avec qui je discute. Et quoi que soit le temps qu'on nous donne, on n'a jamais le temps. Alors, bon, la règle du jeu, en moyenne, hein, de faire un film de cinéma, on le fait en 8 semaines, en 40 jours, disons, et un film de télévision, le même, on le fait en 25 jours, en moyenne. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Bon, c'est important. Le temps, mais beaucoup moins, parce que je vois, par exemple, Jacques Fansten, qui est quelqu'un qui est un cinéaste, qui a fait beaucoup de films à la télévision, donc qui est un téléaste, et puis qui retourne au cinéma. Donc il a pris l'habitude, en tournant à la télévision, de faire des films en 25 jours. Et là, il est en train de tourner, il a 40 jours, et il est en retard, et il n'a pas le temps. Or, ce même film à la télévision, il le ferait en 25, 27 jours. Donc, j'essaye de voir où le temps... Et j'étais assisté au tournage, et effectivement, il n'a pas le temps. Et je sais pas. Et pourquoi alors? Parce que c'est plus lourd, parce que c'est pas la même mentalité. mentalité. Pas plus lourd. C'est peut-être que souvent, ce que font j'ai remarqué ça souvent, mais ça, c'est beaucoup de cinéastes. Et l'une des choses on tourne souvent des scènes qui vont au panier. Et toutes ces scènes, on se dit que si on les tournait pas, on aurait plus le temps de tourner mieux celles qu'on va utiliser. Et on ne sait jamais les scènes qu'on va garder ou qu'on va pas garder. Souvent, on tourne un tas de scènes. On a peut-être peur de ne pas avoir toutes les choses. Donc, dans un scénario, il est plein de scènes dont, avec un peu de recul au montage, on va se rendre compte qu'on n'en a pas besoin. Mais on va avoir besoin de les tourner. On a une boulimie. Moi, il m'arrive souvent d'arriver le matin et puis de rajouter des choses, d'en réécrire. Donc, une scène qui fait déjà 1 minute, elle va faire 2 minutes. Et puis, bon... Peut-être que j'ai peur à ce moment-là de me dire, il y a un côté inexorable quand on tourne par rapport aux gens de théâtre qui répètent ou longtemps, à la télévision et au cinéma. On arrive le matin et puis la journée, le soir, on sait que c'est fini. Et à la télévision, on n'a jamais la possibilité de refaire une journée. Ce qui arrive souvent au cinéma, on dit que dans les films américains, on refait les 3 premières journées, pas à la télévision. Alors, il y a peut-être une façon d'utiliser le temps... d'une façon un peu... Alors, les gestionnaires nous disent toujours, c'est idiot, essayez de gérer mieux votre temps, puisque vous jetez. Mais alors, à ce moment-là, on répond ce que disait Dreyer. Il disait, oui, mais c'est plus compliqué que ça, parce que les scènes coupées, les gens les voient dans le film. Bien sûr. Et c'est quand on répond Renoir ça... aussi. Et Renoir disait peut-être aussi ça. Oui. Bon, alors... c'est très difficile de rationaliser. Il est évident qu'on n'a jamais le temps, mais que les contraintes... on est bien obligé de faire avec, et que souvent je me suis dit, on m'aurait donné sur un film 10 jours de plus, 20 jours de plus, je suis pas sûr que j'aurais fait un meilleur film. Oui, mais moi je ne dis pas qu'il faut du temps en plus. J'observe simplement que tout le monde veut plus de temps et qu'on pourrait très bien se faire l'avocat du diable et dire, vous avez trop de temps, ou alors essayez d'avoir le projet esthétique qui correspond à ce temps-là. Donc sachez ce que veut dire tel temps et tel budget. Et peut-être qu'à la télévision, les gens peuvent mieux le penser parce que les contraintes sont plus fortes. Inversement, au cinéma, très souvent, on a envie de dire il y a trop de temps. Il faudrait retrouver un rapport beaucoup plus physique et immédiat entre le temps pour le penser, le temps pour le faire, le temps pour le boucler. Par exemple, il y a quand même beaucoup de films dans l'histoire du cinéma qui sont maintenant unanimement révérés, dont on apprend qu'ils ont été faits en 15 jours, en 20 jours, et il est évident qu'ils auraient été moins bien en plus de temps. Donc c'est pas pour la durée contre le temps court, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'on met dans pas assez de temps et pas très bien ce qu'on met dans beaucoup de temps, et ça renvoie à la contradiction cinéma-télévision. En gros, les cinéastes ont a priori plus de temps, c'est pas sûr qu'ils en fassent le meilleur usage, et en gros, les gens de télévision disent qu'ils n'ont pas assez de temps, mais ils sont dans une situation où peut-être qu'ils pourraient mieux tester ce qu'ils sont capables de faire par rapport à telle et telle contrainte. Eux, au moins, ils ont des contraintes. Oui, mais alors moi, pour répondre à la question, je la décentre. Bon, moi, j'ai choisi la télévision. J'ai fait l'IDEC, et puis en sortant de l'IDEC, j'ai été assistant au cinéma, et puis j'ai choisi de rentrer à la télévision. Bon, la télévision, jusqu'à maintenant, et c'est peut-être maintenant qu'on va prendre du recul et qu'on va se rendre compte que ce que je raconte encore, c'est sans doute en train de finir. Mais la télévision a fonctionné comme a dû fonctionner les grandes compagnies américaines. Les grands studios. Oui, bien sûr. Bon. Bien que aucun réalisateur, en tout cas les autres techniciens, oui, ne soit à l'année. Ça, on n'est pas, aucun réalisateur de télévision est à l'année, mais avec le jeu des connaissances et des projets, on arrivait à enchaîner les projets et les films sans absolument avoir d'impératif de sortie comme
comme au cinéma, je veux dire que avec un côté quelquefois négatif où on vous dit qu'un échec ou une réussite ne revenait au même. Mais on a travaillé un peu comme avaient travaillé les cinéastes des séries B. Alors là-dedans, ça a donné une énorme liberté. Moi, je crois, alors ça c'est une chose qu'il faudrait réfléchir et donner des exemples, mais en tout cas, moi j'ai un peu réfléchi. Je crois que le cinéma d'auteur, il s'est en partie réfugié à la télévision. En partie. Et ça, on n'y a pas fait, je trouve, assez attention. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont sortis des écoles de cinéma ont ou fait des carrières au cinéma ou ont fait des carrières à la télévision. Et faisant des carrières à la télévision, ils ont pu faire des films extrêmement personnels. Et parmi les meilleurs films, souvent, je veux dire, quand on voit les gens qui font les palmarès des films, bon, le seul problème qui s'est posé à quelqu'un qui faisait de la télévision, c'est un problème, j'allais dire, de bouche à oreille. Voilà, quand vous faites un film, quand vous faites un film à la télévision, bon ou pas bon, et j'en citerai après 3 ou 4 qui sont pour moi les meilleurs films français des dernières années. Bon, ce film-là, il sort un soir, il a été vu par quelques critiques, il sort dans les journaux sans publicité, sans vraie connaissance. Il est vu, si vous ne l'avez pas vu, et que vous ne l'avez pas enregistré, vous n'avez plus aucune chance. Le bouche-à-oreille ne sert à rien. On a dit aux gens des choses peut-être qui vont leur donner envie d'aller voir Ginger et Fred. Ils peuvent se précipiter et aller le voir. Ce serait un film de télévision qui s'appellerait Ginger et Fred. Ce serait fini si les gens l'ont pas. Bon, et ça, c'est ça la vraie différence. C'est-à-dire que les gens qui ont fait des films de télévision, j'entends les gens qui ont fait des films unitaires de télévision, pas des séries, parce que la force d'une idée de télévision, et c'est là où le paradoxe a été compliqué. Les séries, c'est des rendez-vous. Et c'est des rendez-vous que les gens regardent. Par exemple, c'est frappant de voir, et ça on ne le dit pas assez, c'est frappant de voir si vous prenez les fameuses audimat. Hein, bon. Et ben vous vous rendez compte que c'est vrai que les films de cinéma sont regardés, mais très très vite, c'est des films de fiction de télévision qui sont presque autant regardés. Et par exemple, les 5 dernières minutes ou les Maigret sont regardés tout le temps, alors qu'ils ne sont même pas montrés à la critique. Oui, c'est vrai. Bon. Les gens les regardent de toute façon et dans tous les milieux. Donc là, il y a, et ça c'est la force de la télévision dès le départ, elle crée un rendez-vous. Et au départ, les fictions, on faisait pas. Il y avait les 5 dernières minutes, il y avait Votre âme et conscience, il y avait La caméra explore le temps. Donc vous aviez rendez-vous avec ces gens, ou le théâtre de la jeunesse, vous aviez rendez-vous avec ces gens, et dedans, il y avait des émissions. À cause de la nouvelle vague au cinéma, à cause de ces mêmes gens qui venaient, on a réussi, puis la télévision s'est ouverte, il y a eu plusieurs chaînes, on a fait des films d'auteurs qui trouvaient leur place. Il y en a eu des mauvais, mais la télévision faisait 52 par chaîne, films par an, ça en fait 150. Dans ces 150, il n'y avait pas que cette esthétique téléfilm jugée systématiquement mauvaise. Je pense même que l'esthétique du téléfilm a gagné l'ensemble du cinéma français. Moi, ce qui me frappe, c'est que tous les films, à part ceux de quelques grands metteurs en scène, c'est des téléfilms. C'est ce qu'on se tue à dire, nous, dans les colonnes de notre journal. Bon, oui, mais je veux dire, c'est un peu négatif quand vous le dites. Pour moi, quelqu'un comme Romer fait des téléfilms. D'ailleurs, il dit que ce qui l'intéresse le plus, et lui, il les aime, et il dit que ce qui l'intéresse le plus dans le cinéma français, c'est les téléfilms, parce qu'il voit des sujets parfois différents, des acteurs parfois différents, et que lui, c'est une des rares choses qui l'excite. Alors c'est vrai que je ne vais pas dire que tous les téléfilms produits par la télévision française étaient des chefs-d'œuvre immortels, mais il est évident que comme moi je fais partie de la génération où on a adoré le cinéma américain, et puis quand on disait dans ces années-là qu'on aimait Rio Bravo, on vous disait c'est moins bien qu'Orson Welles. Maintenant c'est une banalité de penser que Rio Bravo ou Citizen Kane, ça peut se comparer. Je crois que tout ce que la télévision a produit, on va le il y a sûrement des beaux jours pour des télé-tech et pour les programmes. Ça me paraît quasiment inévitable. Effectivement, vous avez raison de parler de la série B, parce que la série B a été produite en Amérique dans des conditions très très proches de la télévision, et c'était, dans la tête des producteurs, c'était considéré comme, disons, la prose par rapport à la poésie. C'est-à-dire, c'était les choses que l'on faisait vite, avec pas des grandes vedettes, en général des thèmes assez intéressants, et même souvent très ambitieux. Et puis, on avait fait ça pour gagner de l'argent à un moment de la crise du cinéma aux USA. Ça faisait un peu le tour du monde. Ça finissait dans les cinémas les plus malfamés d'Asie et d'Afrique. Et puis c'est nous et la génération juste d'avant, celle de la Nouvelle Vague, qui a dit « Mais non,
Johnny Guitar, c'est évidemment 100 fois mieux que William Wyler. Or, William Wyler, à l'époque, était considéré comme la poésie officielle du cinéma américain. Il avait beaucoup de pouvoir sur ses tournages. Tout à fait. Or, aujourd'hui, Wyler est un cinéaste curieux, mais dont on se rend compte qu'il a été extrêmement surestimé, alors qu'il y a un culte pour Nicolas Ray, qui continue. Bon. Alors, on peut faire effectivement le pari qu'il y a quelque chose de comparable, prose-poésie, dans télévision, cinéma en France, avec ce correctif que ce qui semble de la prose au départ, avec le recul, prend un charme et prend une cohérence que les gens n'avaient pas vue au départ, et que ce qui se revendiquait comme grand art devient invisible, et très vite académique, et devient invisible très vite. Ce qui laisse finalement donc face à face quelques rares cinéastes qui ont absolument besoin du cinéma pour mener de pair leur vie, leur boulot, leur recherche et leurs fantasmes, et puis, ce qui est tout à fait estimable, au moins, des gens dont le métier est de faire des images. Alors, la seule différence, et vous l'avez pointé, et ça c'est Comencini, le premier, moi, que j'ai entendu dire ça, c'est du bon sens. Il disait, la télévision est inférieure, ou elle est rendue inférieure au cinéma, parce qu'il n'y a pas de critique. Ça veut dire qu'il n'y a pas une instance sociale, très ancienne, culturelle, symbolique, des gens payés pour ça, donc moi par exemple, qui dit on a vu le film ou le téléfilm d'un tel, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et peu importe qu'ils aient raison ou tort, mais le fait que ça n'existe pas, c'est comme un enfant qui ne serait pas baptisé, à qui on ne baptiserait pas film ou image. Et moi c'est une question alors quasiment autobiographique. Je pense que des fois devant la fatigue, devant un cinéma d'auteur entre guillemets, ou protégé, ou trop subventionné, ou un peu trop sûr de lui-même, ou un peu trop... qui la ramène un peu, on est comme Romer, on se dit non, là il y a des choses peut-être moins abouties, mais les sujets, les jeunes acteurs, même le tremblé, même le côté un peu simple du téléfilm, c'est-à-dire un certain manque de raffinement de langage par rapport au cinéma, est plus vivant. Et on se demande si ça ne vaudrait pas le coup, sinon de changer de métier, du moins, de commencer à parler de la télévision d'un point de vue critique. Or, ce qui se passe avec la télévision, c'est que même quand on voit une cassette avant, je le vois à Libération, les gens disent grosso modo de quoi ça parle, ce que c'est, et donnent un mode d'emploi. Donc on est dans le guide du consommateur. Alors l'idée que sur telle ou telle émission, il y aurait eu un travail particulier, et même, pourquoi pas, un technicien particulièrement inventif, qu'on puisse nommer les gens, qu'on puisse faire ce travail de dire j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, soit... c'est trop tard. La télévision est tellement puissante et tellement énorme qu'elle n'a pas besoin de ça. C'est une question que je me pose en ce moment, avec angoisse. Soit on devrait le faire, ou on devrait l'avoir fait, pour que ce que vous dites ait une chance de se vérifier. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de films qui ne marchent pas très fort commercialement, qui sont plus ou moins bons, mais de toute façon, il y a un article, il y a une critique, il y a une prise au sérieux. Inversement, quand on est honnête, on se rend compte qu'il y a des téléfilms très intéressants, qui nous auront moins autant intéressés, mais... il n'y a personne pour dire « j'étais là, je l'ai vu et je pense ça, ça et ça du film ». Et je me demande, moi, si ça changerait quelque chose pour les gens qui font les téléfilms. C'est une question dont on avait beaucoup parlé avec Fanstein. Oui, dans le cas de Jacques Fanstein dont on parle, il a fait, je trouve, un téléfilm qui est un très beau téléfilm qui s'appelle « Les lendemains qui chantent ». Oui, que d'ailleurs quelqu'un des Cahiers a mis dans sa liste des 10 meilleurs films de l'année. Bon, donc ça vient. C'est vraiment un très beau... c'est un scénario de Grimbert, c'est vraiment un très beau film. Bon. J'ai lu dans Libération que c'était sans doute l'un des meilleurs films français de l'année. Bon. Ce film a été... alors ça, c'est très frappant. La télévision l'a sélectionné, télévision Antenne 2 l'a sélectionné pour aller à Venise. Il a eu le prix à Venise de la télévision, du meilleur film de télévision. Bien. Il est passé en direct sur la télévision à la RAI. Il a eu tous les journalistes de télévision et de cinéma italiens qui sont venus le voir parler. En France... y compris les journaux comme Télérama, ne l'ont même pas signalé. Même Antenne 2 n'a pas dit... je veux dire, on dit, ça c'est un très beau film, l'ensemble de la critique italienne... Symboliquement, ça n'arrive pas à exister. Symboliquement, ça, ils s'en foutent. Enfin, tout le monde s'en fout, y compris... je veux dire, je prends des gens qui sont censés défendre la télévision comme Télérama. J'ai écrit une lettre à Télérama signée de plusieurs réalisateurs. Télérama, ils sont cinéphiles, au sens le plus cultureux du terme. Bon, on a écrit en disant, je comprends pas. Je veux dire, bon, vous pouvez critiquer, mais là, c'est un fait. Antenne 2 l'a pas. Je veux dire que quand il y a des choses signées, pour l'instant, ça n'intéresse personne. Le film est on ouvre le robinet, il passe, et après ça, on s'en fiche. Il n'a aucune forme de rentabilité. Ce qui va peut-être changer avec la télévision commerciale, c'est qu'on ne pourra plus s'offrir ça. Donc, il faudra qu'il en soit tenu compte d'une façon que ce soit payant pour les gens qui l'ont produit, parce qu'on leur payant, pas forcément financièrement. Et si ça ne l'est pas, on mettra en cause, on dira pourquoi vous avez mis X millions dans. Ils seront peut-être obligés
de soigner un petit peu plus. La télévision elle-même n'a jamais voulu se vendre. N'importe quel film de cinéma, Cannes, bon, parlons de Cannes. Moi, c'est une chose qui me fascine de voir. Tous les journaux, Libération, le matin, il y a combien de pages 10 pages, aussi, comme si c'était un événement. On a l'impression d'un surévénement médiatique estimé. Et on se rend compte que ça envoie très, très peu les gens dans les salles de cinéma après. Bon. Les films de télévision ne sont pas du tout vendu, même par les gens qui... On donne pas envie de... Alors, le miracle jusqu'à maintenant, c'est que malgré ça, les gens le regardaient. Je veux dire, la télévision, ça a été quelque chose comme la série B qu'on voyait. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, pour quelqu'un qui fait ça, qui a eu la chance, parce que j'ai fait 14 longs métrages. J'étais, par exemple, à l'idée quand même avec Corneau. Moi, j'en ai fait 14, il a dû en faire 5. Bon. À la limite, si le système peut me permettre, si je sais que je vais pouvoir encore en faire 50 jusqu'à mourir, mais que je resterai inconnu ou peu connu, à la limite, je trouverais ça très bien. Hein. Ce que je crois, c'est qu'avec l'apparition des nouvelles formes de télévision, où je suis connu, je vais rentrer dans le rang. Oui, mais c'est en même temps une sorte de vision paradoxale et catastrophique. Ça veut dire que la télévision privée à la Berlusconi est tellement sauvage et inepte que les gens qui font des téléfilms sont dans une position d'artiste ou de cinéaste de facto. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Italie où la RAI, à cause des télévisions privées, a pris tout d'un coup une aura culturelle qu'elle n'avait pas avant. Oui, mais alors, on va valoriser, ils vont dire, regarde, apprécier la différence petit à petit. Donc, on va en faire peut-être moins, parce qu'on va se dire quand même pas, mais ce qu'on fera, on essaiera de les vendre comme des produits culturels. Donc on va nous valoriser. Donc, d'un seul coup, M. Fansten, M. Favard, M. Friedland, enfin, je peux citer plein de gens dont je sais qu'il y a, on va d'un seul coup nous vendre comme des... Bon, et peut-être qu'on fera moins de films. Et il y aura une sorte de secteur cinéma à la télévision. Oui, ils seront peut-être... Je veux dire, et c'était bien... Alors, c'était bien d'en faire comme ça, parce que, bon, d'avoir pas à mettre 4 ans pour faire un film, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup apprécié. Ah oui, mais ça, c'est une force extraordinaire. Il y a très peu de cinéastes qui se sont organisés de telle manière pour toujours tourner. Ouais. La grande majorité vit dans une sorte de temps malsain, finalement, qui réussit à assez peu. Il y en a certains qui sont assez décidés, mais... J'ai échappé à ça. Je suis pas sûr de pouvoir continuer longtemps. Et ça... Alors là, c'est terrible, parce que je suis complètement piégé. Je suis contraint de dire on n'a pas assez de temps pour continuer, et pourtant, moi, ça me passionne. Mais peut-être qu'on reviendra sur cette histoire de télévision, parce que c'est vraiment totalement d'actualité. Donc on remercie pour aujourd'hui Michel Favard. On invite évidemment à voir Ginger et Fred. On recevra la semaine prochaine l'un des 2 ou 3 cinéastes africains qui comptent, qui s'appelle Souleymane Cissé. Ce sera le 20e microfilm. Et on finit avec Mina, qui chante comme Incha TV. Se cominci tu a dire che mi amerai sempre di più, il coraggio poi lo trovo anch'io per dirti che accanto a te il posto mio. Bene quanto mi amerai, troppe volte ho pianto e non vorrei un'altra volta dover perdermi per te.
l'amo, ma fa finta che non abbia detto proprio niente. Sai perché? Sì, perché io ti studierò e ti scruterò, leggerò il tuo pensiero, ti ipnotizzerò davvero, e se tu mi vuoi, solo tu, se cominci tu, non mi pentirò. Sì, comincia tu e poi vedrai, non ci divideremo più. Il coraggio l'ho trovato io, è proprio qui, vicino a te, il posto mio.